Ok. Bonsoir, chers abonnés. Nous sommes ce soir sur le plateau de Jam TV et notre invité du jour, c'est M. Abdoulaye Traoré, qui est le vice-président des nouvelles expériences Djigakura. Et notre thème du jour, ça c'est la formation d'un nouveau gouvernement. Peut-il être une solution face à la crise malienne? Alors, M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes militante, bon, autant pour moi, vous êtes vice-président de la nouvelle expérience Djigakura. Alors, comment est-ce que la formation politique fonctionne aujourd'hui? Il s'agit maintenant de la vie de votre formation politique qui est Djigakura. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est M. Traoré Abdoulaye, président du parti Rassemblement pour la Justice Sociale, RJS. Alors, vice-président de la plateforme politique Espérance Nouvelle Djigakura, dont la présidence est assurée par les camarades présidents, le ministre Hussein Amion Dipoulon, depuis le 3 octobre 2020. Effectivement, après les coups d'État perpétrés contre le régime du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta, depuis le 18 août 2020, alors ensemble, nous nous sommes mis à la tâche pour mettre sur place cette plateforme qui est purement une plateforme politique et électoraliste, avec des objectifs principaux, notamment on se met ensemble pour veiller sur la transition. Alors, et quand je dis veille, je veux dire la bonne veille. Faire en sorte que la transition ne dérape pas. Alors, à chaque fois que la transition pose des actes positifs, nous la soutiendrons. Et si elle veut déraper aussi, nous sortons alors pour dénoncer et puis essayer de recadrer la transition. Et après ça, nous envisageons vraiment penser à l'après-transition. Donc ça veut dire quoi? La transition doit être sanctionnée par des élections présidentielles et législatives. Donc nous nous sommes mis ensemble pour faire en sorte qu'au niveau de Djigakura, on puisse avoir une candidature unique. Donc aujourd'hui, nous avons devant notre plateforme le camarade Hussein Amion qui est notre candidat, dont je salue ici. Alors c'est vrai, ça fait quand même 2 ans que la plateforme a été créée. Et ça fait 2 ans que nous participons à toutes les activités politiques du pays. À chaque fois qu'une situation concerne la vie de la nation, alors Djigakura se prononce pour dire vraiment son opinion, pour donner vraiment ses orientations sur toutes les questions. Bon, pour ce qui concerne la vie de Djigakura, Djigakura se porte très bien depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une plateforme qui regorge environ une vingtaine de partis politiques, avec 5 organisations non gouvernementales qu'on appelle ONG, et puis plein d'autres associations de jeunes féminines. Donc de sa création aujourd'hui, nous avons participé vraiment à tous les forums. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan national et international, Djigakura est connu et puis est reconnu comme vraiment une alternative politique. Voilà, donc Djigakura se porte très bien aujourd'hui. C'est vrai quand même que depuis la création du cadre d'échange des partis politiques, où nous assurons la présidence depuis 2 mois, ça a commencé à jouer vraiment sur les activités de Djigakura parce que nous avons donné beaucoup plus de nos temps vraiment aux travaux de cadre. Mais quand cela ne tienne, on continue à faire nos réunions mensuelles et puis des réunions extraordinaires quand il faut. Donc Djigakura se porte très bien. Alors maintenant, la création même de cette plateforme est de veiller à l'évolution de la transition. Alors monsieur, selon vous,
Comment est-ce que cette transition-là évolue du 3 juillet, disons, date à laquelle la communauté internationale, plus précisément la CEDEAO, a levé ses sanctions sur le Mali jusqu'à nos jours? Quels sont maintenant les changements vraiment qui ont eu lieu, voilà, de la levée des sanctions jusqu'à nos jours? Voilà, vous posez une question assez intéressante, monsieur. Effectivement, la transition, deuxième phase, quand il y a eu ce que certains appellent je ne sais pas le terme de l'autre là, recadrement ou quoi là. C'est oui. Donc, pardon? Oui, la rectification, que certains appellent la rectification. Donc, nous suivons toutes les actualités. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, monsieur, c'est qu'avant qu'il y ait les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, nous, en tant que Djigiakroa et en tant que des cadres politiques, nous avons toujours dit et conseillé les gouvernements de la transition de faire en sorte que les peuples soient épargnés de ces sanctions, qui nous pensons que vraiment le gouvernement pouvait l'éviter. Mais nous n'avons pas été entendus, nous avons été mal interprétés, nous avons été mal compris. Et voilà, hélas, les sanctions sont venues. Il a fallu 6 mois pour que les Maliens comprennent de quoi il s'agissait. Donc, 6 mois après, nous avons quand même compris que c'était notre gouvernement qui a entrepris des démarches auprès de la communauté internationale, principalement auprès de la CEDEAO, sinon auprès de certains présidents, particulièrement les présidents togolais, et pour avoir des médiations à ce que vraiment le Mali et la CEDEAO puissent se comprendre. Donc il y a eu des démarches, et je pense qu'ils se sont entendus sur des choses. Et le Mali aussi a pris des engagements à nouveau auprès de la communauté internationale. Et donc je crois que c'est à l'issue de ça que les sanctions ont été levées, alors le 3 juillet 2022. Donc de la levée des sanctions à aujourd'hui, c'est vrai, nous avons constaté des changements notables, peut-être sur le plan politique. Nous avons remarqué qu'avant la levée des sanctions, ou bien avant ce gouvernement, alors on avait arrêté toutes les réunions du cadre de concertation avec les partis politiques. Comme vous le savez, le ministère de l'administration territoriale est la tutelle des partis politiques. Donc à chaque fois qu'il y a une question qui concerne la vie de la nation, alors notre tutelle convie l'ensemble des partis politiques pour opiner, échanger autour de ces questions, et chacun va donner son point de vue, et ensemble vraiment nous dégageons une position. Donc on avait bloqué ces cadres de concertation avec le gouvernement actuel. Donc récemment, avec la levée, nous avons repris cette initiative, dont je salue beaucoup les ministres de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, on commence à avoir des échanges, des réunions avec les ministres de l'administration territoriale. Donc ça, c'est déjà un changement notable que je remercie. Bon, deuxièmement, comme vous le savez, le gouvernement de la transition avait eu des difficultés et pour donner un chronogramme clair et détaillé à la communauté internationale pour quand même indiquer que le Mali a l'intention de sortir alors de cette transition pour aller vers les retours à l'ordre constitutionnel. Donc effectivement, le gouvernement a donné un chronogramme clair à la CEDEAO, à la classe politique. Je pense que déjà à la fin de cette année, nous allons connaître 2 ou 3 consultations électorales, à commencer par les élections référendaires, après les élections municipales et régionales. Et je pense qu'en 2023, on doit faire les élections législatives sont programmées, et en 2024, les présidentielles sont programmées. Donc tout ça déjà, ça donne de l'espoir. Ça montre qu'effectivement les autorités de la transition commencent à avoir la volonté politique pour vraiment aller vers les retours à un ordre constitutionnel normal.
Donc voilà, entre autres, c'est quelques petits changements. Et vraiment, nous notons et nous encourageons le gouvernement à aller vraiment dans ce sens de façon très positive. Maintenant, si je comprends bien, sur le plan politique, il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'avant, il n'y avait même pas eu, au moment où le Mali était sanctionné, vous n'avez pas l'occasion vraiment de faire une concertation sur le plan politique parce que tout est bloqué. Mais aujourd'hui, grâce à la levée de ces sanctions, vous avez commencé à échanger avec les autorités de la transition, plus précisément le ministère de l'administration territoriale à l'endroit de ces classes politiques. Alors, tout récemment, moi j'ai vu une lettre qui a été déclarée par votre plateforme qui est Djikiyakoura en disant vraiment qu'il ne participera pas à l'autorité indépendante, à l'élaboration de l'autorité indépendante de la gestion des élections. Quel commentaire faites-vous sur la non-participation de votre plateforme à cette élaboration, ou à cette élaboration plutôt? Voilà, donc ce n'était pas une lettre, c'était, je pense, un communiqué officiel de Djikiyakoura auquel j'ai participé même à sa rédaction. En réalité, la politique, c'est une question de constance et de cohérence. Et la politique, c'est une question aussi de conviction. On ne gère pas un pays comme on veut. Et moi, je pense que le Mali ne fera pas l'exception en matière de gestion vraiment des États. Des élections. Monsieur, comme vous le savez, la question de l'âge, là, c'est une question vraiment centrale. C'est une question qui avait coulé beaucoup d'encre dans l'échiquier politique malien depuis le premier gouvernement sous l'égide de Mokhtar Ouane. En réalité, toute la classe politique était pour la mise en place d'un organe effectivement indépendant de gestion des élections pour beaucoup de raisons. Mais le type d'organe que la classe politique avait cherché, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Avant ce gouvernement, sous le gouvernement Mokhtar Ouane, la majeure partie de la classe politique, plus la société civile, je veux dire les forces vives, avait eu un atelier d'échange pendant 3 jours alors, sur cette problématique. Ensemble, on avait adopté un projet de loi, c'est-à-dire un projet de modification de la loi électorale, selon lequel projet on avait adopté vraiment qu'on était d'accord avec la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Donc tout le monde était d'accord pour ça. Mais il a fallu qu'il y ait ce coup d'État, je pense le 24-25 mai 2021, contre le régime de Bandao, pour que tout bascule, pour que tout change. Donc du coup, avec le gouvernement actuel, la classe politique a cherché à rencontrer le Premier ministre. Il ne l'a pas voulu. Nous avons écrit au président de la transition. Nous avons écrit au président du Conseil national de transition, Malick Diao, pour qu'il nous reçoive. Effectivement, les deux nous ont reçus. Nous avons fait part de notre préoccupation par rapport au fait que le chef du gouvernement, M. Choguel Maïga, n'était pas en train de nous recevoir. Alors si je comprends bien, vous avez été reçu par le président. Nous avons été reçus par le président de la transition. Nous avons aussi été reçus par le président du Conseil national de transition, Malick Diao. Donc avec les deux, il a été question vraiment de ce point-là, de ces préoccupations. Ils nous ont rassuré qu'ils vont parler alors au Premier ministre, faire en sorte qu'on soit reçu par ces derniers. Mais il a fallu que ce soit la CEDEAO qui arrive à Bamako, M. Goudlab, lors d'une de ses visites, où nous avons indiqué à ces derniers que nous avons des difficultés avec le Premier ministre. On souhaiterait que la CEDEAO intervienne pour que vraiment nous ayons des échanges avec lui. Donc, effectivement, la CEDEAO a communiqué avec et puis il nous a reçus 2 jours après. Donc, dans ça aussi, on a eu des débats avec lui, mais ce n'était pas vraiment du tout intéressant. Donc les gens se sont retirés de la salle et puis voilà, on s'est lavé la main, quoi. Donc on l'a laissé faire.
Donc il a fait son projet, il l'a envoyé au CNT. Je ne vais pas rentrer dans ça. Tout le monde sait dans quelles conditions la loi électorale actuelle a été adoptée et puis promulguée par le président. Si on était dans un pays sérieux ou bien dans une démocratie bien organisée, le Premier ministre aurait quand même présenté gentiment sa démission. Parce qu'il a été désavoué par celui qui l'a nommé. Mais hélas, voilà, on fait avec. Bon, maintenant, partant de tout ça, Djigiakoura avait fait des déclarations pour saluer l'initiative de CNT, notamment la commission de loi, pour prendre toute sa responsabilité afin de recadrer les tirs. Mais après ça, nous avons vu que le ministère de l'administration territoriale, comme traditionnellement pour le compte du cadre de concertation, a convié l'ensemble des partis politiques encore pour dire que conformément à la nouvelle loi électorale, on doit mettre sur place alors l'EG, l'organe unique de gestion. Maintenant, et que pour ça, on a donné 4 sièges à tous les partis politiques du Mali. Naturellement, c'est 15 sièges. Alors, 8 sont détenus par le gouvernement, c'est-à-dire les autorités. Alors, 7, c'est pour les partis politiques et la société civile. Donc, 4 pour les partis politiques et 3 pour la société civile. Donc, 4 représentants sur plus de 200 partis politiques. Justement. Donc, maintenant, nous avons vu que ces 4-là, pour nous, le gouvernement devait laisser la latitude aux partis politiques de se concerter, de se voir entre eux, d'échanger entre eux, pour quand même donner leurs représentants. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Le gouvernement a voulu nous mettre dans la salle et puis nous demander qu'est-ce qu'il faut. Nous avons fait des communications et on ne s'est pas compris. Mais est-ce que vous comprenez même la classe politique entre vous là où vous devriez maintenant choisir les 4 représentants? Est-ce que vous comprenez face à ce choix? Mais franchement, on va se comprendre. Franchement, on va se comprendre si on nous donne la latitude alors d'échanger entre nous sans qu'il y ait immixtion du gouvernement. On va toujours se comprendre. Parce que les choses se font selon des règles objectives et démocratiques. Voilà. Donc le gouvernement finalement a dit, bon d'accord, comme on ne s'est pas compris, le gouvernement va prendre sa responsabilité. Sa responsabilité a été quoi? Ça a été la loterie. Parce que mais c'est la loterie. Nous avons été surpris de voir une autre correspondance qui nous a été adressée par le ministère de l'administration territoriale, nous demandant d'envoyer alors 2 de nos cadres, dont une femme, et qu'il va y avoir une commission devant laquelle un monsieur va venir trier alors 4 dossiers ou bien 8 dossiers sur les 271 représentants et des partis politiques. Donc, et qu'après cette même commission, il va y avoir une commission ad hoc qui va faire un tri. Donc nous nous sommes dit que vraiment, ça c'est de nous infantiliser encore. Les élections, sont trop sérieuses pour ça. Nous n'avons jamais vu ça nulle part dans le monde. Nous n'avons jamais vu nulle part dans le monde où c'est le gouvernement lui-même qui organise les élections, où c'est le gouvernement qui doit être qui doit être l'arbitre. Donc, va avoir aussi ses représentants au sein de cet organe-là. Nous n'avons vu ça nulle part dans le monde. Ça, c'est comme on joue au juge et je ne sais pas comment, et juge le parti. Mais là, si je comprends bien, du fait que le gouvernement de la transition qui doit procéder au tirage. Pardon? Si je comprends bien, du fait que c'est le gouvernement de la transition qui va maintenant procéder au tirage, c'est pourquoi le Djigiakoura a refusé de participer Ça ne doit pas être une histoire de tirage. Les élections sont trop sérieuses pour ça. Mais dans cette organisation, le gouvernement devait laisser la latitude à la classe politique. L'affaire à la classe politique. C'est une affaire de classe politique. De nous laisser nous-mêmes, de gérer ça entre nous. On va toujours trouver les moyens. Parce qu'il faut voir, ça ne doit pas être une question vraiment de loterie où on va choisir à la hâte. C'est-à-dire, il doit y avoir des critères et des critères objectifs. Un critère objectif, c'est quoi? C'est quand même la compétence. Il faut que celui qui va représenter les partis politiques
et les compétences requises pour nous représenter valablement. Il faut que la personne soit expérimentée. Il faut que la personne ait une bonne moralité. Troisième chose, il faut que ça soit sur des critères peut-être de performance électorale. Un parti politique qui a été créé seulement il y a 6 mois ne peut pas se mesurer à des partis politiques qui sont sur la scène politique depuis 30 ans, qui ont des députés, qui ont des ministres, qui ont participé à toutes les élections passées. Vous voyez, donc pour nous, c'est de cela qu'il s'agit. Et le gouvernement, c'est ça. Donc pour nous, on se pose la question, est-ce que le gouvernement a la volonté politique vraiment pour qu'on aille de l'avant? Donc c'est à cause de tous ces aspects que Djigiakura a pris sa responsabilité pour dire que vraiment elle ne rentrerait pas alors dans une démarche comme ça. Et c'est là pour l'histoire aussi. On ne va pas dire que Djigiakura a été complice d'une telle situation. C'est pourquoi nous avons dit qu'on n'est pas là-dedans. Alors, on n'est pas contre le gouvernement, on n'est pas contre le gouvernement et nous demandons au gouvernement de faire toujours en sorte qu'on puisse gérer les choses de façon vraiment objective. Oui, dans les mêmes communiqués, M. Traoré, vous avez précisé vraiment que vous ne participerez pas aussi, ou bien vous n'envoyerez pas votre CV au niveau maintenant de l'élargissement des membres du CNT. Avant, nous étions à 121, mais le gouvernement a décidé, ou bien le président de la transition du genre, a fait un communiqué où il procédera maintenant à l'augmentation de 26 membres. Maintenant, alors pourquoi le Djigiakura a refusé vraiment d'envoyer son CV? Voilà, ça encore c'est une question problématique. Et comme vous le savez, quand il y a eu les coups d'État, il y a eu l'adoption de la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, la charte effectivement a défini alors les 3 organes de la transition, notamment les présidents de la transition, le Conseil national de transition, le gouvernement de transition. Le rôle de chacun a été défini, la mission de chacun a été bien définie. Alors nous avons tous constaté que le président Bandaou, lui-même qui avait pris des décrets par rapport à la nomination et la désignation des membres du CNT, ces 2 décrets ont été violés. Violés par qui? Par l'exécutif. Comment? Parce que nous avons vu que c'était Assimi, en tant que vice-président, qui a choisi les gens qu'il voulait. Alors que selon l'esprit du décret, ce n'était pas ça. Il fallait laisser la latitude aux organes, c'est-à-dire aux représentants, tels que les partis politiques, la société civile, la jeunesse, les femmes, les organisations féminines, les fêtières religieuses, etc. Il fallait laisser la latitude à chacun d'envoyer son représentant. Mais ce que nous avons vu, ce n'était pas ça. Ils ont pioché dans ces différentes organisations. Donc ça a créé une certaine injustice. Donc les gens ont dénoncé cela. Donc maintenant, après ça, nous avons remarqué qu'il y a eu ces injustices. Pour nous, il fallait réparer ces injustices avec l'élargissement du CNT. Pour nous, l'esprit c'était ça. Mais nous avons vu que malheureusement, c'était la même pratique. Donc, par rapport à ça, Djigiakura dit bon, elle décline. Donc Djigiakura ne rentre pas dans ça. Oui, on n'est pas contre. On va suivre. Et puis nous, on ne rentre pas dedans, on ne sera pas complice vraiment d'une telle politique. Voilà. Oui, mais si je comprends bien, parce que l'objectif même c'est quoi? C'est de former surtout un CNT inclusif, parce qu'avant il y a des... Malheureusement, le CNT n'est pas inclusif. C'est pas inclusif. Parce que inclusif veut dire quoi? C'est de faire en sorte que ça soit l'ensemble des forces vives qui soient impliquées. Oui, c'est ça même l'objectif même de l'élargissement. Et c'est ça l'essence que nous donnons à l'inclusivité. Tel n'a pas été le cas. L'inclusivité n'est pas un vain mot. Tel n'est pas le cas, c'est loin de ça. Comment? C'est celui qui assimile l'homme qu'il veut, il demeure qu'il veut. C'est pas ça l'esprit de l'inclusivité et c'est pas ça non plus l'esprit du décret. Et pour nous, la question de l'élargissement, c'était pour vraiment prendre en compte, prendre en charge, c'est-à-dire les injustices commises à l'endroit vraiment de ceux qui n'ont pas été représentés. Oui, ici. Mais nous avons vu que c'est toujours la même chose qu'on a connu depuis le début de la transition. Voilà, donc honnêtement, nous, c'est pas une question de place pour nous, seulement nous sommes des partis politiques. Nous voulons participer
à l'animation de la vie politique de notre nation, pour tout ce qui concerne la vie de la nation. On veut s'intéresser, on veut s'impliquer, et puis c'est tout quoi. Voilà. Alors maintenant, face même à ces mêmes CNT, est-ce que vu la crise politique et en même temps la crise économique et sécuritaire, est-ce qu'il est opportun d'augmenter les membres du CNT? Parce que quand on les augmente, obligatoirement, ils seront payés à chaque fin de mois. Et vu la situation du pays, est-ce qu'il est opportun? Est-ce qu'il est nécessaire même d'ailleurs? Justement, c'est là aussi les bas blessent. Nous avons vu des gens prêcher, des gens chanter Malikwa pour nous dire que désormais on va agir autrement, pour dire que désormais on va gérer les pays autrement. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est des pratiques anciennes qui continuent. Malikwa, pour nous, supposait, c'est-à-dire joindre l'acte à la parole, faire en sorte que le peuple puisse avoir confiance en ses dirigeants. Faire en sorte qu'on gère les pays par l'exemplarité. Oui, ça veut dire quoi? Le Mali, vous l'avez dit, est dans une situation de crise multidimensionnelle. Une crise sécuritaire, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise diplomatique, une crise géopolitique, une crise géopolitique internationale. Donc vraiment, on est dans un tout. Donc dans un tel pays, on ne doit pas vraiment s'hasarder à continuer les vieilles pratiques qui ont fait que le pays est dans ça. Donc pour nous aujourd'hui, puisque le Mali n'a pas les moyens financiers, aujourd'hui nous constatons que même au niveau des budgets du gouvernement, on a diminué beaucoup de choses. Bon, donc dans une telle situation, moi je pense que on ne doit pas ajouter alors à nos difficultés ou bien de mettre d'autres dépenses supplémentaires vraiment à notre budget. Alors il aurait été louable, idéal que même si on élargissait les CNT, c'était de faire en sorte que le budget normal, premier qui est là, que ce budget soit là pour gérer l'ensemble vraiment des 147 conseillers. Donc au lieu de faire ça, on va créer un autre budget supplémentaire de plus d'1 milliard. Donc vraiment, moi je pense que ça c'est des pratiques rétrogrades. C'est des pratiques rétrogrades. Donc pour nous, vraiment le Mali n'a pas besoin de ça. Pour nous, il n'y a pas de vision politique éclairée pour nous faire sortir de l'ornière. Donc, mais c'est comme ça. Je vois. Maintenant, si je comprends bien, il n'est pas nécessaire d'augmenter surtout les membres du CNT. Alors, après ça, on a encore... Si c'était pour prendre en charge c'est-à-dire les injustices commises lors de la mise en place des 121 conseillers-là, bon, ça pouvait être un bon compromis politique. Mais si c'est pour ajouter encore des problèmes, c'est vraiment pas intéressant. Pour nous, on pouvait faire l'économie de ça. Voilà. Oui, bon, après la situation de Liège, du CNT, nous allons encore pousser un gros point. Ça, c'est au niveau maintenant de la rédaction d'une nouvelle constitution. Tout dernièrement, le président de la transition a mis une commission en place à laquelle quelques personnalités même du pays vont procéder à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, quel commentaire faites-vous sur l'élaboration de cette nouvelle constitution? Monsieur, je vous avoue que moi je commence à avoir peur de l'avenir de mon pays. Avoir peur même de l'avenir de mon pays en tant que politique. Homme politique, oui. Comme vous le savez, une constitution est la norme alors suprême alors dans un pays, dans un État démocratique. Une constitution est censée être sacrée. Ça veut dire que on ne doit pas la toucher n'importe comment et par n'importe quelle façon.
Vous savez, monsieur, la constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est la constitution du 25 février 1992, après le coup d'État contre Moussa Traoré. Alors, le peuple malien s'est mis ensemble alors, lors de la conférence nationale alors, pour rédiger cette constitution. Et cette constitution a été rédigée par les sangs des victimes, des Maliens, des élèves étudiants, devant lesquels vraiment je m'incline devant leur mémoire. Donc, face à ça, nous savons aussi que avant aujourd'hui, avant ce régime, la transition, des régimes normaux, des régimes politiques normaux, je veux dire, des présidents élus. J'ai fait allusion au président regretté, général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, avait pris l'initiative de réviser cette constitution. Et il se trouve que cette constitution elle-même prévoit en son sein la façon dont elle doit être modifiée. Elle-même, elle définit ça en son article, je pense, 118. Maintenant, ATT l'a tenté, il n'a pas pu. Parce que ce jour-là, le peuple n'était pas d'accord avec lui. Le peuple lui a présenté un certain nombre d'arguments et de raisons pour dire qu'il n'était pas prêt pour aller dans ça. ATT l'a laissé. Le regretté président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, l'a tenté aussi. Je pense en 2018. Il n'a pas pu. C'est échoué aussi. Et lui, c'est un régime alors élu. Et à cause d'un certain nombre aussi de raisons, dont on va peut-être le dire dans les débats, il n'a pas pu. Il y a eu la création des Ante Abana, dont j'en faisais partie. Alors, nous avons vu ça, Ibeka a fait un sursis sur ça. Après ça, il y a eu le coup d'État. Et quand ce régime, cette transition est venue, ces autorités nous ont clairement dit qu'ils n'ont pas fait un coup d'État, que seulement le président a délibérément démissionné de ses fonctions. Donc à cause de ça, il n'avait pas fait un coup d'État. Donc le président effectivement a fait démissionner son gouvernement. Alors a éclaté, a aboli, c'est-à-dire les membres, les députés de l'Assemblée nationale. Et le président lui-même, il a mis fin alors à ses propres responsabilités, avec toutes les conséquences du droit. Il l'a dit. Donc ensemble, les peuples, on s'est mis encore alors pendant 3 jours au niveau de CICB pour rédiger et pour adopter alors cette charte de la transition, alors pour prendre en charge alors les gouvernements, les CNT, c'est-à-dire pour jouer le rôle des députés, et puis les présidents de la transition. Maintenant, cette charte-là s'adosse sur la Constitution, qui est toujours en vigueur. Et la charte a défini les prérogatives alors de chacun, les missions de chacun. Nous avons connu une première phase avec le président de la transition Bandao et comme Premier ministre Mokhtar Wan. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Assimi était déjà vice-président, alors chargé des questions de défense et de sécurité. Nous avons mis les CNT, les gouvernements et tous les autres dans ces conditions. Malheureusement, au bout de 9 mois d'exercice, il y a eu un deuxième coup d'État. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, alors le Premier ministre actuel est venu alors, pour prendre l'action gouvernementale en charge. C'est là qu'on nous a parlé de la refondation de l'État, de ceci, de cela. Bon, d'accord. Maintenant, notre grande surprise, c'est quoi? C'est qu'il y a eu ce qu'ils ont appelé les ANRR, les Assises nationales de refondation.
chaque fois, ceux qui soutiennent alors, les conclusions des assises nous ont dit que les assises ont recommandé la révision de la Constitution. Mais nous avons été surpris de voir le président de la transition décider lui seul à prendre la responsabilité sur lui seul, alors de nous amener vers la 4e République. La 4e République. Vers la 4e République, bien sûr. Parce que quand il dit aujourd'hui que tu veux rédiger une nouvelle constitution, oui. alors que nous sommes dans la 3e République, ça veut dire que tu veux amener le Mali vers la 4e République. Oui. Donc, nous pensons que ça c'est une situation troublante. Nous pensons que ça c'est un décret alors disproportionné et anachronique. Alors, pourquoi disproportionné et anachronique? Vous savez, en matière de gestion, de modification ou bien de rédaction d'une nouvelle constitution, on ne le fait pas à la hâte, on ne le fait pas parce qu'on le veut. Il y a des règles constitutionnelles qu'il faut respecter. L'État fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut penser à la rédaction d'une nouvelle constitution que lorsque nous n'avons plus de constitution. Alors, si je comprends bien, ces règles ne sont pas respectées par les absolument pas. Absolument pas. Parce que quand tu regardes les décrets, il dit, vu la constitution, vu la charte, le président de la transition décrète. C'est anachronique. Vous voyez? Oui. Pour penser à la rédaction d'une nouvelle constitution, par exemple, quand il y a eu coup d'État dans un pays, ou bien il y a eu, je ne sais pas, une situation contre la constitutionnalité, où le pays n'a plus de constitution. Donc là, les peuples s'organisent pour décider à faire une constitution. Mais on a déjà une constitution. On ne fait pas une constitution sur une autre constitution. Ça, c'est une règle internationale. Selon le standard international. On ne fait pas une nouvelle constitution sur une ancienne, puisque l'ancienne là ne prévoit pas son changement, mais l'ancienne prévoit sa modification. Deuxième chose, nulle part dans le monde, nous savons que quand on fait la rédaction d'une nouvelle constitution, alors on met en place une constituante. Pour pouvoir parler alors d'une constituante ou de la rédaction d'une nouvelle constitution, il faut être un pouvoir constituant originel. Et non pas un pouvoir constituant alors dérivé. Le pouvoir constituant dérivé, c'est celui-là qui a la latitude de modifier la constitution au niveau du peuple. Mais le pouvoir constituant alors original, c'est celui-là qui doit rédiger, qui a la latitude de rédiger une nouvelle constitution. Et pour s'y faire, il faut mettre sur place une constituante, ça veut dire une assemblée spéciale qu'on appelle assemblée constituante, qui sera élue spécialement alors pour réfléchir et puis rédiger la nouvelle constitution. Et maintenant, cette nouvelle constitution qui est sous forme de projet sera soumise à l'approbation du peuple au référendum pour l'adopter. Généralement, c'est comme ça. Ou bien, le président, en l'absence d'une constitution en vigueur, peut aussi mettre en mission des experts pour réfléchir, dessiner une nouvelle constitution pour les pays. Après, quand on va sortir le projet de nouvelle constitution, le projet sera soumis aux forces vives de la nation, au référendum. Alors, mais ce qui fait défaut dans les cas du Mali actuel, c'est que l'existence de la constitution du 25 février, il fallait que le président de la transition ait le courage de mettre fin à cette constitution. Là, en ce moment, ça pouvait être compréhensible. Alors maintenant, si je comprends bien, le président de la transition même a d'ailleurs dévié le chemin face à la rédaction de la nouvelle constitution. Alors, parce que selon vous, à la présence de l'ancienne, on ne doit pas procéder à l'élaboration d'une autre constitution, surtout vu que la charte est là, ils peuvent vraiment travailler en fonction même de leur charte élaborée par eux-mêmes depuis le premier... comment on appelle, sous Bandao, parce que quand ils sont venus, je pense qu'il y a eu encore une autre révision même de la même charte
Et à travers même cette révision, on peut tout faire pour mener la transition à bon port sans pourtant passer à la révision. Monsieur le journaliste, moi je pense que nos autorités ont besoin des orientations, des gens qui savent. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a fait en sorte que tous les élites soient mis de côté, tous les élites, tous les intellectuels soient découragés et faire en sorte qu'ils ne s'intéressent pas, ils ne puissent même pas contribuer vraiment à quoi que ce soit. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Sinon, naturellement, et tout le monde sait que tout le monde est d'accord, y compris la classe politique, que notre constitution actuelle regorge beaucoup d'insuffisance et a besoin vraiment d'être modifiée. Mais le problème n'est pas ça. C'est que dans la constitution du 25 février, en son article 118, il stipule clairement que lorsqu'on veut réviser cette constitution, il faut respecter des conditions. Oui. Première condition, il faudrait que l'initiative soit du président de la République, un président élu, ou bien de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement. Alors, aujourd'hui, il se trouve que nous n'avons ni l'un ni l'autre. Alors, la transition n'est pas une difficulté. Deuxième difficulté, conformément à l'article 118 toujours, il dit qu'on ne peut procéder à aucune modification lorsque il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand il prend les 20 régions du Mali, seul peut-être Bamako, on peut dire que le gouvernement a une maîtrise. Oui, il fonctionne bien. Donc c'est vraiment une situation difficile. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous savons aussi pour être conformes aux autres organes et organismes sous-régionaux et internationaux, il faudrait que le Mali prenne en compte dans sa constitution alors un certain nombre de choses. Par exemple, il faut la création d'une cour des comptes dans notre constitution, qui doit être une institution comme les autres pays de la sous-région font. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous avons des difficultés dans l'actuelle constitution, telle que la problématique de la haute cour de justice. C'est une cour qu'on a créée et qui n'a jamais jugé aucun responsable. Donc, vraiment, il y a des difficultés. Mais pour moi, ici, le problème, il est beaucoup plus politique. Et pourquoi? Parce que face à ça, je pense que le gouvernement doit avoir l'intelligence et la volonté politique nécessaire pour rassembler la classe politique autour de la question. C'est ensemble qu'on peut même, s'il s'agit de violer notre propre loi, si c'est ensemble nous la violons, mais le consensus même, c'est la loi. La loi, c'est le consensus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la transition, alors au lieu de se mettre dans une telle aventure, il doit créer les conditions, doit faire en sorte que l'ensemble des forces vives parlent le même langage. Parlent le même langage et créer les conditions pour que tu sois politique ou tu sois société civile, que tout le monde soit au chevet du Mali. Parler le même langage. Faire en sorte que vraiment on se mette d'accord sur un minimum. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on paie? Au regard de tous les enjeux que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes confrontés au problème de djihadisme, au problème de terrorisme, de banditisme, au problème de l'agriculture, de la pauvreté, problème économique. Hélas.
Donc tout est problématique au Mali. Donc il est important aujourd'hui que les présidents de la transition puissent comprendre cela. Donc vraiment, à cause de ça, nous au niveau de Djigiakroa, nous avons fait un communiqué, d'ailleurs avec les cadres, nous avons fait un communiqué pour dire que nous n'allons pas nous inscrire dans ça. Parce que tout simplement, la démarche, elle est illégale, elle est illégitime aussi. Le président aujourd'hui de la transition, c'est militaire. Il a fait, il n'a pas été élu pour être là où il est. Donc il n'a pas de légitimité pour vraiment amener le Mali à la 4e République dans ces conditions. Dans ces conditions. Donc vraiment, en tant que politique, nous n'allons pas vraiment nous inscrire dans ça. Et nous demandons aux autorités de la transition de revoir leurs copies. Tout simplement de surseoir à ça. Oui, nous allons toujours rester dans la même question. Il s'agit de la Constitution parce que c'est une question qui est très pertinente. Pourquoi? Parce que les Maliens même tournent autour de cette Constitution. Bon, selon les autorités de la transition, cette révision même est demandée par les membres qui ont participé aux assises nationales de la refondation qui a eu lieu tout récemment. Bon, pourtant, vous qui contestez actuellement cette révision, étant donné que vous n'avez pas participé, je sais très bien, il y a quelques classes politiques qui ont refusé même de participer à ces assises. Est-ce que vous devez encore parler ou bien refuser, soit maintenant dire autre chose face à cette élaboration, étant donné que, bon, face à cette rédaction, étant donné que vous n'avez pas participé aux assises nationales de la refondation? Pour vous mettre à l'aise, je vais tout simplement vous dire que le Mali, c'est pas pour ceux qui ont organisé ou ceux qui ont participé alors, aux assises nationales de refondation. Nous sommes en démocratie. Il y a eu, sous l'égide du président Ibeka, le dialogue national inclusif. Tout le monde n'a pas participé à ça. Ceux qui crient aujourd'hui pour dire qu'on est ça, n'ont pas participé à ça. Pourtant, on ne les a pas rejetés. Ils sont restés maliens entiers. Ils sont restés politiques. Donc, moi, je pense que le fait de ne pas participer aux assises nationales de refondation ne doit pas être vraiment une raison pour mettre quelqu'un, un Malien, de côté. Alors, le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que on doit sortir de ça. Et moi, je m'adresse surtout, je me focalise surtout au président de la transition. Je pense que le président de la transition, c'est un officier supérieur valeureux, qui a son avenir, tout son avenir devant lui. Alors, il doit faire attention à tout ce qu'on essaie de chanter pour lui. Il doit être à l'écoute de cette classe politique. Même si beaucoup pensent aujourd'hui qu'on doit mettre la classe politique de côté, même si d'autres aussi disent qu'il faut arrêter avec les partis politiques aujourd'hui. D'accord, mais qu'à cela ne tienne, je demande au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'écouter son peuple, d'écouter alors la classe politique. On n'est pas ennemis, on n'est pas adversaires non plus. Mais seulement nous pensons que la façon dont les affaires où le pays est dirigé, alors n'est pas convenable, n'est pas idéal. Et nous pensons qu'il puisse vraiment prendre en compte nos critiques objectives et nos critiques positives. Nos critiques ne sont pas destructives, elles sont constructives. Nos critiques, elles sont faites pour que les dirigeants comprennent en fait qu'ils peuvent se tromper. Parce que c'est des hommes. L'humain peut toujours se tromper. Personne n'est parfait. Sinon, on n'est pas contre personne. Voilà. Ok, maintenant après ça, on a encore une question qui est très pertinente. Ça, il s'agit maintenant du départ du Premier ministre qui est demandé par le départ du Premier ministre qui est demandé. Alors, après sa rencontre, même lors de sa rencontre, il a invité surtout les forces du changement
à s'unir afin de gagner les élections à venir. Et après, ça rencontre les cadres d'échange, parce que vous êtes le président aussi de la nouvelle expérience Djigiakura, qui fait partie aussi parmi les classes politiques qui composent les cadres d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali. Et dans un communiqué, les cadres ont demandé la démission du Premier ministre. Alors, en tant que membre du cadre, est-ce que vous avez, ou bien vous pouvez vraiment donner une autre personne qui peut jouer le rôle du Premier ministre actuel? Voilà, ça veut dire que ce que je vais vous dire, le fait qu'il est question de la démission du Premier ministre n'est pas nouveau. Oui. Si vous nous suivez, au niveau du cadre d'échange des partis politiques, dans tous nos communiqués et déclarations, nous avons toujours demandé au chef de la transition alors de faire en sorte qu'on ait un Premier ministre neutre, un Premier ministre non clivant, et pour quand même pouvoir apaiser. Nous l'avons toujours dit, indirectement. Mais cette fois-ci, nous l'avons dit directement. Et pourquoi? Parce que vous savez, quand on a la responsabilité de diriger un pays, on se doit alors d'éviter un certain nombre de comportements. Et on doit garder une certaine neutralité. Oui. Même si nous savons que le Premier ministre actuel, c'est un chef de parti politique comme nous tous. Donc difficilement il va être neutre. C'est pourquoi nous avons toujours demandé indirectement sa démission. Mais nonobstant de tout ça, nous avons vu ce Premier ministre avec ses soutiens à la primature lors d'une rencontre demander à ses soutiens de s'organiser pour qu'ensemble qu'ils puissent gagner les élections à venir. Mais ça, cela ne peut pas nous laisser indifférents en tant qu'acteurs politiques. Puisque c'est lui qui est censé organiser les élections transparentes, incontestables et incontestées, il se doit de garder certaines réserves. Mais le Premier ministre est sorti de sa réserve. Il a pris parti. Il a pris parti. Donc, dans ces conditions, il y a problème. Mais comment est-ce que le Premier ministre maintenant est sorti de sa réserve à cause de ce qu'il a dit lors de sa rencontre avec les membres de l'USR? Tu sais, il a demandé à ses soutiens qu'ils s'organisent pour qu'on puisse avoir les élections à venir. Qu'on ait la majorité dans l'Assemblée, qu'on ait la majorité au niveau des municipales et qu'on ait le futur président. Lui, il ne doit pas le dire. Quand il dit ça de façon officielle et sur l'ORTM, là, c'est problématique. Il est sorti de ses réserves. Il ne doit pas le dire. Il doit garder cette réserve-là, même si on connaît sa position sur la question. Donc, à cause de ça, les cadres d'échange des partis politiques, qui est composé de plus de 120 partis politiques et associations, alors on dit merde, on dit niet, on dit démissionne. Et il n'y a pas que ça seulement. L'ADEMA l'a dit, qui est aussi considéré aujourd'hui comme un grand soutien à cette transition. Oui, ils ont même leur président au niveau du CNT. Oui, donc l'ADEMA l'a dit. Donc ce n'est pas une question que le cadre est contre Choguel. On n'est pas contre ça, sa personne. Mais on est contre sa façon de faire. Parce que tout ce qu'il a fait jusque-là est clivant. Il ne doit pas prendre parti. Il doit être arbitre et puis un bon arbitre. Mais si l'arbitre prend déjà parti, il devient juge et parti. Et là, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous avons demandé sa démission. Et aujourd'hui, le pays est bloqué. Politiquement, le pays est bloqué. Économiquement, le pays est bloqué. Socialement, le pays est bloqué. Finalement, où on va?
Alors, maintenant, donc, vraiment, les présidents de la transition, nous savons que vraiment il a de la peine pour se débarrasser alors, de ce Premier ministre, mais il doit le faire pour le bonheur du Mali, pour la bonne conduite de cette transition. Alors, de votre côté, si le Premier ministre démissionne et que le président maintenant donne la place au cadre, est-ce que vous allez accepter vraiment de diriger la primature? Ou bien vous allez passer la main à une personne neutre qui n'est pas issue d'une classe politique? Bon, moi je n'aime pas répondre à cette question. Tout simplement, cela va présager comme si nous sommes en train de demander sa démission pour que ce soit un de nous qui sera à la primature. Non, notre problème n'est pas cela. Même si je sais que les cadres regorgent de beaucoup de cadres valeureux, compétents. Mais c'est ce que croient plusieurs Maliens. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres Maliens, beaucoup d'autres cadres qui ne sont même pas politiques, qui sont techniques, qui sont sérieux, qui sont compétents, alors qui ne sont pas dans les cadres et qui peuvent jouer alors ces rôles-là aujourd'hui. Maintenant, c'est au président de la transition de prendre tout son courage à main, alors de se débarrasser de ce Premier ministre et puis chercher un autre Premier ministre neutre, compétent, alors sur le plan national que sur le plan international, pour vraiment nous faire avancer. Parce qu'on est bloqué. On est bloqué. Sur tous les plans, on est bloqué. Vous voyez aujourd'hui, franchement, on est bloqué. Moi, c'est ce que je peux dire. Alors, M. Traoré, parce que nous ne pouvons en aucune manière de clore ce débat sans pourtant toucher un peu sur la situation économique du pays, parce qu'aujourd'hui, presque tous les produits, les denrées alimentaires, en même temps les hydrocarbures, disons, sont devenus intouchables. Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout pour diminuer un peu le coût, pour que les Maliens se sentent un peu à l'aise? Merci. Effectivement, aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde crie la vie chère. Il est important qu'on puisse quand même dire d'abord, à l'entame de ce que nous allons dire, c'est quoi même la vie chère. La vie chère, on parle de vie chère lorsque les revenus des citoyens alors, ne sont plus suffisants pour permettre aux citoyens de faire face aux dépenses quotidiennes. Il est important aussi de comprendre comment l'économie malienne est structurée. Nous sommes un pays alors continental, enclavé, dont l'économie est assise sur 3 paliers. Premier palier, ça c'est les secteurs primaires qui concernent les secteurs agro-silvo-pastoral, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Aujourd'hui, quand tu prends ce secteur, rien ne fonctionne. À cause de toujours, principalement, l'insécurité. Et qui prend les secteurs secondaires, qui concernent le commerce, les services, etc., ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, le Mali, c'est un pays alors qui vit beaucoup sur le commerce international. Nous importons beaucoup plus qu'on exporte. Le Mali n'exporte que essentiellement de l'or, et puis le coton, et puis les bétails. Donc, à cause de la situation politique et d'insécurité, alors tous ces secteurs-là ont connu des difficultés. À côté de ça, il y a le secteur tertiaire qui est un peu l'industrie, qui n'est pas développé dans notre pays. Donc, notre économie n'est pas assise sur ça essentiellement. Donc, les 2 secteurs que je viens de dire là, tous ces secteurs-là ont connu des difficultés en ce dernier temps. Vous ne devez pas non plus oublier alors les problèmes de Covid
et la situation de l'Ukraine. Oui. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que notre économie a connu des difficultés. Donc, il y a des facteurs endogènes et il y a des facteurs exogènes. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans une communauté régionale et sous-régionale. Par exemple, quand tu prends le Burkina, le Burkina parvient à faire face. Le Sénégal parvient à faire face. La Côte d'Ivoire parvient à faire face. Mais pourquoi nous, Mali, on n'arrive pas à faire face aux défis du moment? Parce que tout simplement, nous n'avons pas une bonne politique. Quand je dis une bonne politique, vous savez, nous avons une économie, c'est vrai, résiliente, mais notre économie, notre budget ne nous a jamais permis de couvrir toutes les dépenses à 100%. Alors, très souvent, on complète les budgets par les appuis extérieurs. Maintenant, quand il y a eu le coup d'État, vous avez des pays comme les États-Unis, naturellement, s'il y a coup d'État, à chaque fois que l'ordre constitutionnel normal n'y est plus, alors les États-Unis arrêtent tout avec. Notamment avec ces structures, l'ONG et les trucs de développement, ils arrêtent tout. Donc ça influe sur les choses. Quand vous prenez par exemple nos voisins, quand vous prenez la communauté internationale, les Nations Unies, à travers elles seules, financent dans notre pays plus de 1000 projets de développement. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec les Nations Unies. Donc, dans ces conditions, il va y avoir des difficultés. Donc vraiment, diriger un pays, c'est avoir une vision. Diriger un pays, c'est faire en sorte qu'on puisse mettre ses concitoyens dans les situations conviviales. Bon, pour ne pas interrompre surtout vos paroles, mais si je comprends bien, comment on appelle, vous avez parlé d'une vision. Alors, voulez-vous dire que le gouvernement actuel n'a aucune vision face à la gestion du pays? Bon, je ne dis aucune vision, ce serait trop dit. Mais nous pensons que le gouvernement actuel, notamment celui qui dirige les actions du gouvernement, le Premier ministre, vraiment n'a pas les compétences requises pour faire face aux défis du moment. Oui. Ça, c'est notre conviction. Voilà. Alors bon, parce que, et puis, c'est aussi, j'ai bien noté votre point de vue. Bon, nous ne pouvons pas encore mettre fin à ces débats sans pourtant souligner le troisième plan. Il s'agit maintenant du plan sécuritaire parce que le Mali fait face à une crise multidimensionnelle qui a commencé il y a bientôt quelques années, une dizaine d'années. Tout récemment, hier, on a entendu que Tessie a été attaqué. Tessie, ça, c'est au même temps du BK, le même poste a été attaqué. Donc maintenant, l'attaque a causé plusieurs morts. Hier, la même chose. Bon, nous allons présenter ici sur ce plateau voilà, nos condoléances à la famille, comment on appelle, les familles maintenant qui ont eu surtout vraiment des pertes et ainsi de suite. Bon, en dehors de ça, à Koutiala aussi, nous avons noté l'embuscade vraiment qui a causé la mort de quelques policiers. Alors, selon vous, en tant que futur honorable, je vais dire, quelle solution proposez-vous pour que les Mali puissent s'en sortir de cette crise qui n'a que trop duré? Vous me posez une question difficile et sensible. Le Mali, notre pays, est dans une situation d'insécurité sans précédent. Je sais, je reconnais que les autorités actuelles, notamment, je veux dire, le force de l'ordre et de défense, sont en train de fournir des efforts. Sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nos concitoyens soient sécurisés. Cependant, nous pensons aussi que le Mali actuel ne peut pas rester dans l'autarcie.
Parce que nous sommes dans un contexte international. Le terrorisme, c'est un problème international. Oui. Aucun pays seul ne peut y faire face. Donc moi, je pense que nos autorités doivent faire en sorte qu'elles puissent cheminer avec la communauté internationale. Par exemple, l'aménagement, Oui. c'est vrai, nous n'avons pas les résultats attendus comme on les souhaitait à 100%. Mais je pense que les Nations Unies, à travers l'aménagement, ils doivent rester aux côtés du Mali pour nous aider à sortir de ça. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre, qu'elles soient des victimes civiles, militaires, étrangers ou maliens. Vraiment, je demande à Allah de les pardonner. Donc, et je dis toujours que, en tant que politique, nous soutenons notre armée. Je dis bien notre armée. Pour toujours les aider, les accompagner à faire face à leur mission régalienne, qui est vraiment la défense, la sécurisation des Maliens et leurs biens et les territoires nationaux. Alors, M. Traoré, nous tendons maintenant vers la fin de notre émission, mais nous ne pouvons en aucune manière déclore ces débats sans pourtant vraiment demander votre point de vue. Il s'agit maintenant de l'appel dont vous comptez lancer à l'endroit de nos autorités devant ces troubles. Quel est votre dernier mot face à tous ces troubles? Moi, je m'adresse toujours au chef de la famille. Ça, c'est le président colonel Assimi Goïta. De dire qu'il fait face à l'histoire, qui doit faire en sorte que les Maliens et Maliennes soient ensemble, qu'on puisse ensemble nous accepter, nous pardonner, nous mettre ensemble pour vraiment dessiner le Mali de nos rêves. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Il faut qu'il rassemble. Il faut qu'il rassemble. Et pour qu'il rassemble aujourd'hui, il faut qu'il ait un Premier ministre neutre, un Premier ministre non clivant, un Premier ministre compétent, un Premier ministre respecté et respectable par tous, pour mettre les Maliens ensemble. Moi, c'est ça mon message. Alors, ici prend fin notre débat. Je rappelle encore toujours que notre invité, c'est M. Abdoulaye Traoré, qui est le vice-président de la nouvelle expérience Djigui-Yakoura. Il est aussi membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Bon, nous remercions tous nos téléspectateurs. Il s'agit de tous ceux qui nous suivent. Et voilà, que la paix revienne au Mali. Je vous remercie. Merci, monsieur.